Bonjour Pierre Valentin. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes chercheur et essayiste, vous avez publié ce livre en 2023, Comprendre la révolution woke, aux éditions Gallimard, livre qui fait référence dans l'analyse de ce mouvement woke. Alors on va tenter de comprendre, d'analyser les ressorts de cette violence qui s'exprime, et il y a des liens d'ailleurs qui sont assez clairs avec ce que vous écriviez à l'époque dans le livre. D'abord, donc on l'a dit, on entendait à l'instant un certain nombre de responsables politiques qui pointent du doigt la responsabilité de la France insoumise dans cet engrenage de violence. Nous avons appris également hier qu'un deuxième collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud avait été placé en garde à vue et interpellé. Figure également l'un de ses anciens stagiaires. Est-ce que vous voyez dans cette violence qui, on le sait, est loin d'être résiduelle, une sorte justement de suite tragiquement logique de cette stratégie de tension, de chaos qui est instaurée par Jean-Luc Mélenchon et puis plus généralement par les Insoumis jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et désormais donc dans la rue? Je pense que cette violence, elle s'explique par trois facteurs, trois assouplissements. Un assouplissement de la définition de la violence dans la génération Z au sens large. Donc, génération Z sont ceux qui sont nés à partir de 95 ou de 97, selon les sociologues. Un assouplissement de la définition du fascisme et de l'extrême droite et du nazisme, qui pour le coup est idéologique propre au logiciel Antifa. Et la combinaison de ces deux assouplissements produit un assouplissement de la définition de la légitime défense. Et on a vu Manuel Bompard, la jeune garde en général, faire l'éloge de l'autodéfense populaire, ce qui est une sorte d'inversion où on peut préventivement, une sorte d'autodéfense préventive en quelque sorte. Alors, assouplissement générationnel de la définition de la violence, la génération Z est, disons, plus anxieuse, on le voit dans les chiffres, plus fragile en moyenne que les générations, pour tout un tas de raisons, que les générations plus âgées. Et ce qui fait que c'est un peu comme le cycliste, sans offenser les cyclistes parisiens des grandes villes, qui se savent particulièrement fragiles en cas de collision avec une voiture et qui donc ont une agressivité bien plus grande et forte vis-à-vis des automobilistes. Donc vous faites une analyse générationnelle de cette affaire? C'est la confluence des deux, à la fois générationnelle, idéologique, et donc la jeune gauche et la jeune garde sont la confluence de ces deux phénomènes, et donc là où le phénomène est le plus fort. Et donc typiquement, on a pu voir que la micro-agression dans cette sociologie, donc les micro-agressions, ça peut être comme le mégenrage, le fait d'être mal nommé, de ne pas utiliser les bons pronoms, d'être traité d'homme alors qu'on se sent femme, etc., peut être perçu comme une agression. Donc on voit là l'assouplissement de la définition de la violence qui légitime une riposte défensive, mais en réalité offensive, qui est de préventivement aller attaquer ce qu'ils appellent l'extrême droite, le fascisme et le nazisme, pour se protéger en avance, en quelque sorte. Voici ce que dit Marine Tondelier, qui n'est pas insoumise, qui est une alliée dans le cadre du nouveau Front populaire, et qui dit « Je n'entends pas les gens de droite avoir des questions sur l'ultra-droite qui est aussi extrêmement violente ». Comment analysez-vous justement cet argument, en tous les cas, qui consiste à dire « Attendez, là, depuis vendredi, il y a un deux poids, deux mesures dans l'analyse de cette violence qui s'exprime ». Il me semble que la violence n'est évidemment pas l'apanage d'un bord politique particulier. Néanmoins, la grosse différence là, outre l'ampleur et la fréquence, c'est le soutien politique. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a réitéré son soutien à la jeune garde. Il l'avait évidemment soutenu avant l'affaire, mais le plus frappant, c'est qu'il continue là. Alors, on va justement l'écouter. Tiens, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'évoquez, écoutons ce qu'il disait à l'époque, au moment, donc il y a quelques mois, lorsque Bruno Retailleau avait s'était engagé pour la dissolution de la jeune garde, justement. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades, les insoumis, à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur !» Nous n'avons pas peur. Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. Et qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Bravo, jeunes gens! Continuez, jeunes gens! Comment analysez-vous ces propos de Jean-Luc Mélenchon a posteriori? Il me semble qu'on a là une légitimation politique de la violence, c'est une sorte de milice privée de la part de la France insoumise. Et la façon, je pense, psychiquement dont ça se joue chez ces militants et chez ces cadres, c'est que on fonctionne par projection. On accuse de violence
un groupe que l'on souhaite attaquer. D'où, encore une fois, la notion quelque peu orwellienne d'autodéfense populaire, ou cette sorte d'autodéfense préventive, de légitime défense préventive, proactive, prophylactique. Qui correspond tout à fait aux missions que se donne ce type d'organisation dont on parle avec la Jeune Garde. Absolument, et vous noterez que c'est la ligne de défense, si je puis dire, de la France Insoumise depuis quelques jours, de Manuel Bompard sur France Inter mardi, qui consiste à faire l'éloge de cette autodéfense populaire, quand bien même, de ce que l'on sait a priori, ça a été une offensive de la part de la Jeune Garde sur Quentin de Ranc et ceux qui essaient de protéger la manifestation du collectif Némésis en marge du meeting de Rima Hassan. Est-ce que cette inversion accusatoire, pour le coup, pour autant, n'est pas quand même l'apanage de tous les partis ? Est-ce que c'est propre à la France Insoumise de jouer sur ce côté, au fond, c'est nous qui sommes agressés dans cette affaire ? Alors c'est nous qui sommes agressés, c'est en effet ce que Jean-Luc Mélenchon a dit mot pour mot. Je pense qu'en effet, en démocratie, la violence étant si taboue et si connotée, chacun a intérêt à expliquer qu'on est dans une posture de légitime défense. Néanmoins, il me semble que c'est plus structurel dans le logiciel Antifa, que je ferai dater personnellement à Herbert Marcuse, qui était un des membres de l'école de Francfort, un intellectuel juif allemand, et qui, au milieu des années 60, a théorisé ce qu'il appelle la tolérance répressive. Dans une société comme la nôtre, dominée par les dominants, ça va de soi. La tolérance démocratique pluraliste serait en trompe-l'œil parce que ça favoriserait les dominants en place. Et donc, pour une vraie tolérance, il faudrait être très intolérant vis-à-vis de ceux qui sont accusés d'intolérance. Et donc, il faut être violent vis-à-vis de ceux que l'on accuse ontologiquement d'être violents. Il y a par exemple le streamer Globtopus de plus de 20 000 abonnés qui a dit quand vous êtes d'extrême droite, pour moi, vous êtes violent par essence. Vous êtes intrinsèquement violent. Et donc ça justifie un certain nombre d'actions. Une fois qu'on a posé cette définition, et Marcuse d'ailleurs distingue la violence réactionnaire, dont il donne une définition évidemment très souple, de la violence révolutionnaire, en disant que la seconde serait légitime pour lutter contre la première. Une fois qu'on a posé ces catégories morales a priori, on peut taper sur ceux que l'on accuse de taper, et on pourrait même, en étant un peu plus cynique, inverser le raisonnement. Il faut fasciser ceux que l'on a de base envie de cogner. Ça expliquerait un certain nombre de choses. C'est également l'idée selon laquelle le jour où il n'y aura plus de fascistes, il n'y aura plus d'antifascistes. Et lorsqu'on s'est construit en contre, et je pense que ces militants ont une construction identitaire en contre, en négatif, face à un ennemi, mécaniquement, la disparition de cet ennemi menace sa propre disparition. Parce qu'en effet, un antifasciste sans fasciste, c'est une sorte de pompier dans le désert qui n'a pas de fonction existentielle à ses yeux, et qui a donc la tentation sans cesse de faire revivre le cadavre de son ennemi pour revivre soi-même. Et je citerai là-dessus Jean-Yves Camus, qui, dans les colonnes du Point dernièrement, a expliqué que sans nazi, il y a la tentation d'élargir la définition du nazisme et de voir Pétain derrière chaque homme d'ordre et d'assouplir sans cesse ces définitions. Sinon, il y a une inutilité existentielle qui serait très difficile à vivre psychiquement. Est-ce que, eu égard à cela, vous diriez qu'au-delà de cette affaire Quentin de Ranc et de ce terrible drame, est-ce qu'il y a un lien avec la violence ? Est-ce que l'extrême gauche a un problème intrinsèque avec la violence ? Est-ce que cette violence fait partie finalement de sa matrice idéologique ? Disons que le but premier, c'est de faire la révolution. Ensuite, tout le reste, c'est des moyens. Et il n'y a pas de ligne rouge absolue dans la poursuite de faire la révolution. Jean-Yves Camus, une nouvelle fois, citait l'un des textes de la Jeune Garde qui explicitait que pour sortir du capitalisme et du fascisme, il fallait abolir la société capitaliste, donc faire la révolution. Et dans cette optique-là, on peut casser des œufs pour faire l'omelette, on peut, justifier la fin avec tous les moyens possibles. Et Marcuse, encore une fois, là-dessus, avait distingué violence réactionnaire injustifiable et violence révolutionnaire défensive, proactivement défensive, pourrait-on dire, qui, elle, serait pleinement légitime. Et je pense que ça me paraît assez profond dans leur logiciel. Et je reprends notamment ce concept de tolérance répressive que vous évoquiez tout à l'heure, et vous l'évoquiez déjà en 2023 dans votre livre. Vous disiez, nous retrouvons ici un thème récurrent de notre objet d'étude, un diagnostic particulièrement infâme qui permettrait de justifier les actions les plus radicales. On est en plein dedans. Et vous disiez un petit peu plus loin, si je retrouve la citation, voilà, pour atteindre dans la pratique une tolérance réelle, concrète, il faudrait être profondément intolérant vis-à-vis des haineux. C'est exactement ce que vous décriviez tout à l'heure. Oui, et Marcuse d'ailleurs a une phrase qui paraît parfois trop caricaturale pour être vraie, mais il explique qu'il y a les partis de gauche qui sont les partis de l'humanité et les partis de droite qui sont les partis de la haine. Et il y a une différence ontologique pour lui entre les deux. Et c'est un moment pour moi assez significatif au sein de la gauche. Évidemment, je ne vais pas faire croire que tous ces militants ont lu Marcuse, mais qu'ils le veuillent ou non, ils en descendent d'une certaine façon.
Et pour lui, dès le début, il sort un peu du cadre pluraliste libéral en expliquant que ce cadre est faussé et que la tolérance telle les gens la comprendraient spontanément aujourd'hui dans le débat public est fausse car elle favorise les dominants. Et donc pour atteindre une véritable tolérance, il faudrait profondément inverser le sens du mot en privilégiant les partis de gauche au détriment des partis de droite, en acceptant même, il précise, de retirer des droits aux réactionnaires, encore une fois, dans la définition on englobe toute la droite, et de leur retirer notamment le droit d'assembler et le droit à la liberté d'expression. Il propose non seulement une censure, mais une pré-censure des propos de droite en les empêchant d'être publiés. Ça va extrêmement loin. Est-ce que, quand on parle justement de cette légitimation de la violence, est-ce que ça touche, on a parlé d'extrême gauche, que dire de la gauche et notamment de la gauche intellectuelle ? Est-ce que vous diriez qu'il y a sinon une alliance, en tout cas une forme de complaisance de la part de la gauche dans cette affaire ? Alors déjà, il y en a eu une, objectivement, lors des législatives de 2024, qui ont été une élection assez importante, parce qu'il y a eu une tripartition du paysage politique, et il y a eu des seconds tours, et donc ça a permis, sur une élection qui a été prise très au sérieux par les Français, qui a enfin enrayé la mécanique de l'abstention sur les élections non présidentielles, des consignes données par les différents blocs au soir du premier tour, et on a vu déjà la gauche préalablement s'unir avec le NFP et accepter l'alliance avec la France Insoumise, ce qui est un fait notable. Et en plus de ça, une bonne partie du bloc central, dont Gabriel Attal, appelait à voter pour la France Insoumise face au Rassemblement national. Donc on a eu une sorte de coalition Édouard-Philippe Poutou, pourrait-on dire, qui a rassemblé l'extrême gauche et le bloc central. Et encore aujourd'hui, on voit Marine Tondelier s'être nuancée. Plus récemment, Marine Tondelier, qui avait explicitement soutenu la Jeune Garde lors de sa dissolution un an plus tôt. Et qui a, dans cette affaire, Quentin, plutôt pris la défense de la France Insoumise. En tout cas, qui a insisté, justement, encore une fois, sur ce deux poids, deux mesures entre la violence d'extrême droite et d'extrême gauche. Bien sûr, et il me semble que l'une des grandes difficultés que va rencontrer la gauche qui condamne la France Insoumise, on voit qu'en effet, c'est assez polarisé en ce moment, c'est que la jeunesse de gauche est foncièrement davantage d'accord avec les méthodes antifa et, je dirais, la déshumanisation de l'adversaire de droite que la vieille gauche. C'est-à-dire que le clivage qu'on a aujourd'hui à gauche, c'est pas simplement un clivage gauche extrême et gauche plus modérée, c'est un clivage fondamentalement générationnel. Et je pense que nos sociétés se flatteraient dangereusement à exagérer la distinction entre jeune garde et jeune gauche, au sens où ce qu'on a pu appeler la gauche podcast, donc qui échappe un peu à l'analyse politique traditionnelle, qui est davantage numérique, qui suit beaucoup de streamers, qui est très présente dans le monde du jeu vidéo. On a nombre de propos, notamment depuis l'assassinat de Charlie Kirk il y a quelques mois, qui légitiment pleinement cet acte. On a les mêmes sondages américains qui sont générationnels, où les jeunes progressistes entre 18 et 29 ans étaient à plus de 30% dans un sondage effectué une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk, favorables au fait de faire taire par la force leurs opposants politiques. On n'a pas du tout les mêmes chiffres du côté de la jeunesse de droite. Et donc le double critère sociologique qui est être jeune et être de gauche, aujourd'hui, prédit très largement une adhésion à la violence pour faire taire son opposant de droite. Et donc, dans la mesure où l'avenir, avec un A majuscule, est une des idoles puissantes au sein de la gauche intellectuelle, ils seront de moins en moins nombreux, me semble-t-il, à être prêts à l'insulter, si je puis dire. Vous ne voyez pas dans cette affaire une forme de tournant, malgré tout on parlait d'alliance électorale, on évoquait tout à l'heure avec Guillaume Roquette des réactions qui sont quand même assez fortes du côté du Parti socialiste. Alors, Olivier Faure est un petit peu plus prudent, mais François Hollande, Raphaël Glucksmann notamment sont montés au créneau de manière extrêmement forte. Est-ce que c'est pas malgré tout un tournant dans le nouveau Front populaire ? Je pense qu'il faut rester prudent. Je dirais qu'on n'a pas fini d'analyser les répercussions politiques de cette séquence dans les prochains mois et les prochaines années. Je pense que fondamentalement, dans le logiciel du progressisme, il y a cette idée d'opposition à l'ennemi. C'est d'abord l'ennemi qui structure leur position. Encore une fois, ils se définissent en contre. Vous noterez la quantité impressionnante de préfixes anti dans les définitions antifascistes, antiracistes, antisexistes, etc., qui font que c'est d'abord la question de l'ennemi. Et donc, face à la possibilité, je pense, qui paraît aujourd'hui davantage probable qu'autre chose, d'une élection du RN ou de figures semblables, je pense que le bloc se reconstituera, et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui condamnent fermement la France Insoumise seront plus prudents, et je pense que ceux qui, dès aujourd'hui, sont prudents seront clairement favorables à une alliance avec la France Insoumise. Et nous verrons cela, d'ailleurs, assez rapidement, dans le cadre peut-être des élections municipales, en tout cas, affaire à suivre. Ce que vous décriviez tout à l'heure sur ce mouvement de violence, et notamment sur cette analyse intéressante générationnelle, pour autant,
Pourquoi justement est-ce que ça explose maintenant? Parce que l'idée de Jean-Luc Mélenchon, selon laquelle il faut tout conflictualiser, il faut conquérir le pouvoir de manière révolutionnaire et même l'exercer de manière révolutionnaire, ça c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui fait que ça éclate maintenant? En effet, la violence antifa et communiste, anarchiste n'est certainement pas nouvelle. Jean-Christophe Buisson l'a très bien expliqué au Figaro hier. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement un renouvellement générationnel. La vieille gauche, par définition, passe l'arme à gauche, si je puis dire, et disparaît au fur et à mesure et se fait remplacer par une jeune génération qui, elle, a développé une sorte de culture de l'assassinat, ou en tout cas est beaucoup moins prête à condamner ce type d'agissement violent sur son opposant de droite. Et typiquement, là-dessus, dans les signaux faibles, il y avait la sacralisation au sens propre de Luigi Mangione, qui avait donc assassiné un PDG qui travaille dans le domaine de la santé il y a quelques années et qui a été sacralisé dans le contexte de la gauche américaine. Dans le contexte français, on a un sociologue, Nicolas Framont, qui a publié un ouvrage qui s'intitule Saint Luigi, qui le dépeint avec une auréole. Alors, juridiquement, il fait attention dans sa formulation au cœur du livre, mais le message est quand même assez clair. Et encore une fois, tout le monde du streamer sur Twitch, de ceux qui jouent aux jeux vidéo, cet univers-là de la gauche, qui passe sous les radars de l'analyse traditionnelle politique, est en train de développer cette culture-là et de légitimer l'assassinat de figures de droite. Et je pense que malheureusement, nous ne sommes qu'au début de ce phénomène. Merci Pierre-Valentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue évidemment de suivre tout cela, de suivre cette enquête minute par minute sur le Figaro.fr avec notre live text. On aura l'occasion évidemment également d'y revenir dans Point de vue. Et puis je rappelle votre livre Comprendre la révolution woke, publié en 2023 aux éditions Gallimard, livre qui est absolument à lire pour comprendre les tenants et les aboutissants justement de ce mouvement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.